Are you familiar with the concept of evolution? On est ridicule. Marie-Aude, la superintendante du groupe France. Vous connaissez Paul, le shérif? On vient, on gagne, on s'en va. Je m'étais dit, est-ce que je pourrais refaire un film? Le retour de La planète des singes, une comédie loufoque sur les Jeux Olympiques et les films posthumes de Jean-Luc Godard. C'est le programme de ce nouveau numéro 100% cinéma de À l'affiche. Bienvenue à tous et bonjour Thomas Borez. Bonjour Louise. Avec nous comme chaque semaine et on va débuter avec La planète des singes. C'est le 10e volet de la saga culte baptisé Le Nouveau Royaume et signé Wes Ball. Dans un futur plus ou moins proche, les humains ont régressé, réduits à l'état sauvage. Les singes, eux, ont pris le pouvoir entre les différentes espèces. C'est la guerre. On regarde et on en parle juste après. Bend for your king. Apes hunt humans. That is wrong. Together, you will die. No, together, strong. Voilà, pour celles et ceux qui auraient loupé le début, je vais quand même remonter un peu dans le temps, parce qu'il faut remonter en fait en 1963, date à laquelle sort un roman de science-fiction du français Pierre Boulle, La planète des singes. 5 ans plus tard, Hollywood décide de l'adapter. Voilà, Pierre Boulle décide donc de l'adapter, avec notamment Charlton Heston dans l'un des rôles principaux. Ça donne ce chef-d'œuvre, La planète des singes, de Franklin J. Schaffner, un film de 1968. Vraiment, c'est un film absolument remarquable. Et déjà, tout est dit, puisqu'on voit en fait une expédition d'astronautes américains partir en mission vers une planète inconnue. Ce qu'ils ne savent pas, c'est qu'en fait, sans le savoir, ils débarquent en fait sur la planète Terre des années plus tard. Et dans ce monde-là, les singes ont donc pris le pouvoir et les humains sont réduits à l'état sauvage. Alors, gros succès, évidemment. Des suites, et ça va donner 4 suites dans un premier temps, dans les années 70. Voilà, pas franchement reluisantes. Alors ça, c'est les nouvelles suites qu'on voit à l'image, mais ça, il y avait d'abord des sagas. En plus, il y aura ensuite une série. Voilà. Et un inutile remake en 2001, vraiment inutile, de Tim Burton. Et ensuite, eh bien là, on peut revoir les images, la nouvelle saga qui a été réactivée à partir de 2005. Et nous voici donc venus à ce nouveau royaume de Wes Ball. 10e opus, et là voici les plus récents. On va tout de suite écouter justement Wes Ball, le réalisateur de ce nouvel opus. C'était lors de l'avant-première à Londres. La dernière trilogie a vraiment permis de clore cette histoire. La question pour nous était donc de savoir s'il y avait une raison d'en faire une autre. S'il ne s'agissait que d'un 4e volet, je ne l'aurais pas fait. Mais le fait que nous avons une nouvelle introduction, un nouveau départ pour ces singes qui évoluent au-delà de l'endroit où nous les avons laissés pour la dernière fois, et que nous les voyons marcher vers cette réalité de 1968, où les singes ont la démocratie, parlent et ont des mondes entiers, nous permet de faire un petit pas vers ce processus. Voilà, on a compris que toutes les suites n'ont pas été très réussies. Que vaut ce nouveau royaume ? Déjà, la très bonne idée, c'est d'avoir confié en fait, les rênes à ce réalisateur-là, celui qu'on vient de voir, le jeune Wes Ball, qui était déjà auteur de la saga Labyrinthe. Alors, je ne sais pas si vous l'avez vu, mais le premier opus est plutôt remarquable. D'ailleurs, on retrouve un peu la même chose dans les espèces comme ça, dans des espèces de mondes presque sous cloche. Et c'est vrai que ça capitalise moins sur les effets pyrotechniques que sur une espèce de narration, on va dire, très classique. Vraiment, pour le coup, on revient presque aux vieilles figures. Le film permet de raccrocher directement, ça on l'aura compris, avec l'opus originel, pour mieux ouvrir le champ des possibles. On sent vraiment qu'on est en train de réactiver. Et alors, c'est à la fois la qualité et le défaut du film. Pourquoi ? Parce que ça commence... Alors déjà, la première partie d'une longueur extrêmement monotone. Il faut vraiment attendre la dernière partie pour que les choses se réveillent enfin. Et en fait, la faute à quoi ? Un scénario qui pense déjà, effectivement, au coup d'après, aux divers coups d'après, puisqu'on est en train de relancer une saga. Donc c'est vraiment le format sériel, et comme ça, c'est-à-dire qu'on tâtonne un peu exprès pour pouvoir ralentir l'action et étirer ça en longueur. C'est vrai que la forme sérielle, elle plombe vraiment directement ce blockbuster de l'intérieur. Et c'est vraiment dommage. Il faudra d'ailleurs se poser la question de savoir comment les séries
influe sur le cinéma et pas franchement pour le meilleur. Pas toujours dans le bon sens. Bon, on passe à une comédie française qui nous met directement dans l'ambiance des JO ici à Paris. C'est L'Esprit Coubertin de Jérémy Saint avec Emmanuel Berco et Benjamin Voisin. Voilà, et les JO, Louise, eh bien, sont un fiasco, et ouais, total pour les athlètes français avec 0 médaille d'or au compteur. C'est comme ça que débute ce film. Tous les espoirs reposent eh bien, sur Paul, champion de tir. Hein, on l'appelle le shérif, je crois, dans le jargon. Le champion, il n'est pas très futé. En tout cas, il est un petit peu, un peu pas fut-fut, effectivement. Va-t-il faire honneur à tout un peuple? Regardez. Vous allez devoir partager votre espace. C'est qui ce type? C'est un nageur du Vanuatu. Ça fait 8 ans que je m'entraîne pour ça. Moi, j'ai besoin de calme. Ils doivent m'attendre au village français, là. Qu'est-ce que je fais là? Ils te trouvent quand, là-bas? Déjà, ils te trouvaient quand avant? Là, tu te trouves très quand? La ministre des Sports va passer et elle veut sa photo avec un futur champion olympique. J'aime regarder le biathlon. Le biathlon, c'est la neige et la chasse. Moi, je veux pas qu'on parle de moi. Le tir, ça demande une implication totale. Le tir en France, tout le monde s'en fout. Hein. C'est quoi l'Esprit Coubertin? Voilà, L'Esprit Coubertin devant lequel, je dois dire, on rit franchement. C'est aussi, comme on dit, un film dans l'actu, hein, alors que la flamme olympique vient d'arriver sur le sol français. On est à 2 mois et demi des Jeux. Ça nous met dans l'ambiance, justement, olympique, mais quand même avec pas mal d'ironie et de cynisme. Hein. Ben voilà, celles et ceux en fait, qui trouvent l'esprit français pas assez enthousiaste et franchement critique envers ces Jeux qui se voudraient pourtant être une immense fête, eh bien, trouveront de quoi leur donner raison en écoutant cette comédie, en regardant cette comédie, parce que c'est une comédie foutraque qui montre en effet les athlètes français coincés dans un village olympique aux allures d'hôtel low cost, où à défaut de solidarité, on comprend, chacun en fait attend que l'autre fasse un mauvais pas. Donc, les Américains ont amené les punaises de lit. Exactement, donc on n'est vraiment pas dans une espèce d'ambiance sympa qu'on essaie de nous faire vendre. Le film est réalisé sans grands moyens. Alors justement, ces grands moyens, les réalisateurs, enfin en tout cas le réalisateur, ne cherche pas à masquer cette économie, mais au contraire, elle en fait vraiment un atout presque politique, parce que c'est vrai qu'on nous vend la débauche de moyens déployés pour l'organisation de ces JO 2024 comme une espèce d'atout de communication. Et bien là, c'est un peu tout l'inverse. Hein. Voilà, le côté un petit peu presque cheap, et c'est pas un défaut du film, montre bien ce côté un petit peu foutraque des choses. C'est porté par une interprétation vraiment savoureuse, mais notamment de Benjamin Voisin. Benjamin Voisin, on l'avait connu dans un registre peut-être plus grave. Il avait été césarisé, notamment pour Les Illusions perdues en 2022 par Xavier Giannoli. Là, on le voit à l'image, il est extrêmement drôle, il a vraiment du talent parce qu'il a une vista comique incroyable. Ça passe à la fois par une sens de la répartie, mais surtout physiquement. Hein, et c'est bien de sport dont il s'agit. Donc ça, c'est vraiment intéressant. Bref, que vous soyez JO, pro-JO ou pas, l'important, c'est de participer, hein, disait quoi. On va retenir ça. On passe à Jean-Luc Godard, hein, bien sûr, décédé en 2022. Il reste pourtant encore des films inédits du maître à découvrir. À commencer, Thomas, par un moyen métrage qui sort cette semaine en salle. Voilà, bande-annonce d'un film qui n'existera jamais, sous-titré Drôle de guerre, voilà la longueur du titre. Drôle de titre aussi. Oui, alors drôle de titre, et puis qui est inversement, la durée du titre est inversement proportionnelle à la durée du film, qui fait à peine 20 minutes. Et de fait, c'est une bande-annonce, mais avec Jean-Luc Godard, c'est toujours un film, c'est vraiment pas une bande-annonce. Ça peut d'ailleurs se voir comme la présentation d'un long-métrage fantasmé que Godard, en fait, voulait réaliser, qui aurait été une adaptation d'un prix Goncourt de 1937 du Belge Charles Plisnier. Ça s'appelle Faux Passeport. Voilà, c'est une espèce il en résulte une espèce de collage d'à peine 20 minutes où se télescope image et son. Et c'est vrai que c'est très émouvant de voir la vitalité avec laquelle, en fait, jusqu'à son dernier souffle, hein, puisque c'est de ça dont il s'agit, Godard a cru à la puissance vraiment de son art, qu'il refaçonnait sans cesse. Voilà, une curiosité, on va bien le dire, pour les aficionados du maître. Hein. Je vous propose de regarder à quoi ça ressemble. Et j'ai repensé à l'une et à l'autre quand j'avais dit à Saint-Laurent, je voudrais faire un film, en fait, qui, de même que Plisnier était revenu à ses anciennes amours politiques et révolutionnaires, je m'étais dit, est-ce que je pourrais refaire un film
Voilà, et Jean-Luc Godard qui était décidément prolifique jusqu'à son dernier souffle, puisque c'est pas son seul film posthume. Un autre sera projeté lors du prochain Festival de Cannes. Oui, c'est vrai que Godard travaillait un peu dans sa chambre. C'est vrai qu'on le voit. C'est vraiment des collages maintenant qu'il faisait. Et donc, il a pu, jusqu'à son dernier souffle, faire un autre film. C'est vrai qu'on pensait que cette bande-annonce d'un film qui n'existera jamais était son ultime geste de cinéaste. Ben non. Quelques heures avant sa mort, par suicide assisté, Godard a décidé lui-même de mourir. C'était le 13 septembre 2022. Il a réalisé donc scénario dont il existe 2 versions apparemment, 18 et 34 minutes, qui seront présentées à Cannes Classique dans quelques jours sur la Croisette, mêlant images fixes et images mobiles, dit la présentation du film. À mi-chemin entre la lecture et la vision, il exposait le projet de scénario. Voilà, c'est très sibyllin, très énigmatique. Évidemment, une chose est sûre, seul Godard avait le pouvoir de mettre le mot fin où et quand il l'entendait. On guettera ça à Cannes. Donc, on va terminer avec un thriller bulgare, c'est Blagaz Lesson de Stéphane Komandarev. Oui, alors ça commence vraiment sous haute tension. Là, on est dans un petit meublé quelque part en Bulgarie. Et puis, le téléphone sonne et il y a une femme qui décroche. Et là, elle est soudain prise, cette femme, au piège d'un chantage qui l'oblige à se délester de toutes ses économies. Vraiment, c'est à la fois violent. Alors, une fois qu'elle est consciente de cette fée flouée, Blaga, c'est le nom de cette héroïne, qui est une ancienne enseignante, pas forcément très sympathique d'ailleurs, au fort tempérament. Elle décide de coopérer avec ses ravisseurs, devenant l'une de leurs complices. Voilà, c'est elle qui va arnaquer les autres victimes. C'est tout le début d'un engrenage infernal. Ce qui est intéressant avec ce film, comme il l'avait fait d'ailleurs avec son précédent long métrage, le réalisateur, avec Taxi Sofia en 2017, il sonde vraiment la crise existentielle d'un pays. Donc la société bulgare, elle est coincée entre les vestiges d'un passé ombrageux que d'aucuns continuent de fantasmer et d'idéaliser, le régime communiste, et puis la Bulgarie d'aujourd'hui où règne une forte corruption qui a jusqu'ici empêché la Bulgarie d'intégrer la zone euro. Voilà, c'est un film vraiment prenant de bout en bout. C'est vraiment une belle métaphore sur la vie d'un pays. À voir cette semaine au cinéma. Merci Thomas. La prochaine fois, on se retrouve sur la Croisette justement pour la 77e édition du Festival de Cannes. Merci à vous de nous avoir suivis. N'oubliez pas de nous retrouver sur france24.com ainsi que sur tous nos réseaux sociaux. On va se quitter donc avec d'autres images de Blagaz Lesson de Stéphane Komandarev. Je vous laisse découvrir et vous dis à très vite. Сколько времени разполагам? Цял живот съм живяла според правилата. Какъв е смисъл? Алло? Tous les soirs, ne manquez pas l'essentiel, présenté par Raphaël Kahn. Pour tout savoir et mieux comprendre l'actualité, avec nos experts, nos reporters, nos éditorialistes. Ensemble, partageons l'essentiel de l'actualité sur France 24.
Sao Paulo, aujourd'hui dynamique, porte encore les cicatrices de son passé. Esquecer nunca, lembrar sempre. Dans ce bâtiment, des milliers de prisonniers ont été torturés. 50 n'en sont jamais sortis. Presidente Lula, o Estado nos deve isso. Brasileiros, nós merecemos que o governo se posicione. Des voix s'élèvent contre l'oubli 60 ans après les horreurs des années de plomb. Merci. Des voix qui refusent de se taire, des mémoires qui réclament justice. Le Centre de préservation de la mémoire politique, un lieu de souvenir et d'avertissement. Se você não olha o seu passado, você corre o perigo de repeti-lo. Un passé contesté, une enquête continue pour la vérité et la justice. Brésil, les années de plomb. C'est sur France 24 et france24.com. Quand on est ouvert d'esprit, un échec devient une leçon. Un handicap, une force. Un blocage, une opportunité. Car plus on est ouvert, plus le monde s'ouvre à nous. On gagne toujours à être ouvert. Samsung, partenaire mondial de Paris 2024. Julien Fonciulli vous emmène autour du monde. Tous les jours, France 24 est sur tous les terrains, aux 4 coins de la planète. Votre rendez-vous autour du monde, c'est tous les après-midi sur France 24.